Le président. Eh bien, bonjour à nouveau, monsieur le témoin. Maître Al... Mais la défense de monsieur Bagbo va poursuivre son interrogatoire. Et ensuite, nous donnerons la parole à la défense de monsieur Blégoudet. Maître Altit, vous avez la parole. Alors, monsieur le témoin, nous avons appris qu'un élément du BASA, qui obéissait aux ordres du Golfe, avait recruté des membres des éléments du BASA, pour mener des actions pro-Ouattara à l'intérieur du BASA. Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet du recrutement de telles personnes? Moi, je ne suis pas au courant de quelque chose. Je vous ai dit, en tout cas, moi, je suis chrétien. Je suis venu ici dire ce que j'ai vu et ce que j'ai fait et ce que j'ai vécu. Moi, je le répète encore une fois de plus. D'accord. Ceux qui travaillaient dans l'homme, ça, moi, je ne le connais pas. Moi, je vous rappelle que moi-même, quand la crise 2002 est tombée, moi, j'étais à Boaké. J'ai marché pour venir à Abidjan. Mon village était à Kachura. À 27 km, je pouvais rejoindre. Pourquoi jouer le double jeu? Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Quand je suis avec quelqu'un, je suis honnête, je lui dis la vérité. Je n'aime pas le mensonge. Ce que vous voulez dire, si je comprends bien, c'est que quand le coup d'État de 2002 a eu lieu, oui, vous avez marché de Boaké, c'est ça? Boaké, Mbayakro. À Mbayakro, c'est là, on m'a mis dans le camion, je suis venu à Daokro. On m'a mis dans le camion, je suis venu à Zopé, je suis rentré à Abidjan. J'ai rejoint le premier bataillon. Une semaine plus tard, c'est nous-mêmes, on nous a envoyés, on était 75. On allait libérer Daloa, où je suis resté, où j'ai eu une femme bêtée. J'ai fait 2 enfants avec elle. Je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas... Moi, quand je travaille avec quelqu'un, je suis net. Clair, je dis la vérité, rien que la vérité. D'accord. Pour qu'on comprenne bien, hein, je vais reprendre juste un peu ce que vous venez de dire pour que ce soit bien clair pour l'enregistrement. Ce que vous dites, c'est que lors du coup d'État ou de l'attaque de 2002, vous avez préféré partir à pied à Abidjan pour rejoindre votre unité. Excusez-moi, je vais éclaircir quelque chose. Je n'ai pas préféré. Les conditions m'imposaient. C'est les conditions qui m'imposaient. Sinon, s'il y a voiture, pourquoi ne pas en voiture, tu vas marcher? Soit il y a problème d'argent ou bien il n'y a pas de voiture. C'est les conditions. D'accord. Mais en tout cas, vous avez préféré rejoindre votre unité, quels que soient les moyens. Merci. Plutôt que de rejoindre les rebelles qui se trouvaient à côté. C'est ça que vous dites? Oui. D'accord. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut passer en huis clos partiel, s'il vous plaît? Yes, of course. Bien sûr. Passons avec le partiel, s'il vous plaît. C'est à vous. Nous avons aussi appris que toutes ces personnes, dont vous-même, se réunissaient ou s'étaient réunies à plusieurs reprises pendant la crise pour discuter des mesures propres à contrecarrer les activités des FDS, pour coordonner, si vous voulez, les actions anti-FDS, et qu'elles avaient reçu de l'argent et des moyens de communication de la part du Golfe pour mener à bien ces actions anti-FDS. Alors, que pouvez-vous... Nous sommes désormais en audience publique. OK. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Moi, Koulibaly Minafe Joseph, je le répète, et je veux voir celui en face de moi, celui qui m'a donné de l'argent ou bien des moyens. Je veux que vous me l'envoyez ici tout de suite. Il va me dire quand et quelle heure. Moi, Koulibaly Minafe. Je n'ai rien reçu de quelqu'un.
Il ne D'accord. faudrait pas que les gens viennent vous raconter quoi que ce soit sur ma dignité. Moi, je suis fier de moi. Je suis vrai Ivoirien, je suis fier. Ma dignité m'importe beaucoup. D'accord. Est-ce que vous faisiez partie des personnes qui ont espionné à un moment quelconque pour le compte de l'Hôtel du Golfe? Tout ça, je n'y suis pas. Très bien. Excusez-moi, écoutez, on m'a accusé. Depuis lors, si j'étais dedans, j'étais déjà mort. J'étais déjà mort, puisque on me soupçonnait déjà depuis à Kakro, on dit que je faisais quoi. Mais je suis venu, quand on m'a mis en prison, je suis sorti, j'étais au bazar. Si je le faisais, j'étais déjà mort, je ne serais pas vivant. Vous aussi. Comprenez quelque chose quand même. Il faut dire que pendant la crise, c'était agité. Hein? Si tu faisais des trucs comme ça, on t'attrapait, on te tuait. Alors, je vais passer à un sujet un tout petit peu différent, mais c'est pour que ce soit bien clair pour nous tous. Vous avez dit, et vous m'arrêtez si je me trompe, hein, tout à l'heure je vous ai posé une question sur la clé de tir de l'orgue de Staline. Vous vous souvenez? Oui. Alors, si j'ai bien compris, vous me dites, hein, c'est vous qui avez récupéré la clé de tir. Est-ce que j'ai bien compris? À un moment donné. Récupérer, c'est-à-dire? Que vous avez pris la clé de tir à un moment donné. Non, je ne l'ai pas récupéré, puisque la clé de tir était sur le véhicule. Lorsque les gens, après le bombardement... Oh, I'm sorry. Après le bombardement du camp, tout le monde est parti. Chacun s'est cherché. Et après, ils ont eu besoin des gens pour venir enlever les obus dans les airs. La clé était toujours restée sur la voiture. Il y avait deux RM quand il fallait enlever les obus. Moi, j'ai travaillé sur une où j'enlevais la clé, j'ai jeté pour ne pas que ça soit fonctionnel. C'est de ça que je parle. Sinon, bon, l'autre, je n'ai pas travaillé là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un a pris la clé ou bien pas. Où j'ai travaillé, en tout cas. D'accord, c'est ça ma question exactement. Cette clé-là, vous l'avez prise et dans le même mouvement, plus ou moins, vous l'avez jetée, c'est-à-dire, vous ne l'avez pas gardée. Non. Je ne veux même pas que cette arme soit fonctionnelle, à plus forte raison. Vous ne l'avez pas gardée même une journée? Non. Un instant. Pas un instant. Un instant. Ok. Autre question, monsieur. Vous faites quoi aujourd'hui, enfin ces temps-ci? Quelle est votre fonction? Aujourd'hui, Oui. je suis au groupement ministériel des moyens généraux. Je suis adjudant de compagnie. Et où se trouve cette unité? Je vous ai dit au ministère de la Défense. D'accord. Qui est votre chef? Le colonel Boblé Ambert. D'accord. Vous y êtes avec d'anciens du Baza? Péga est là-bas. D'accord. De quand date votre première rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur? Vous dites? De quand, à quelle date, a eu lieu votre première rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur? Je pense, si j'ai bonne mémoire, 2012 ou 2013, par là, 2012 ou 2013. 2012 ou 2013, je pense que c'est 2013. Bon, je n'ai pas une idée, mais je sais que c'est... D'accord. Est-ce qu'il y a eu plusieurs réunions avec les enquêteurs du bureau du procureur? Plusieurs réunions, c'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plusieurs fois vous les avez rencontrés? Bureau du procureur? Non, ils sont venus une première fois. Moi-même, j'étais surpris et ils m'ont dit que je suis convoqué au tribunal militaire. Attendez 2 secondes, parce qu'il y a peut-être un petit malentendu. Je vous parle ici du bureau du procureur de la CPI.
Ah oui, c'est de ça que je vous parle, mais c'est de ça que j'en viens. D'accord. Ouais. Alors dites-nous. Donc ils vous ont dit que vous étiez convoqué au tribunal militaire. Je viens d'abord. Voilà. J'ai reçu un message conforme que j'étais convoqué au tribunal militaire. Arrivé là-bas, ils m'ont présenté des gens qui ils m'ont dit qu'ils sont de la cour, qui voulaient savoir ce qui s'est passé, est-ce que je pouvais les aider pour avoir des renseignements. Je dis, de ma part, oui, ce que je sais, je peux les donner. D'accord. Ça, c'était la première fois. La première fois, ils sont partis, on n'a pas discuté ce jour, on n'a même pas causé. Après cet entretien, ils sont partis, ils sont revenus après, et puis ils ont fait un autre message pour me convoquer. Un message à qui? Au commandant d'une unité où j'appartenais. À ce moment, j'étais retourné au bazar, donc c'est au bazar. On a adressé les messages. D'accord. Ils m'ont convoqué une deuxième fois. Je pensais là, j'ai eu à raconter tout ce que vous avez vu. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu une troisième fois? Troisième fois où ils m'ont entendu? Oui. Non, ils ne m'ont pas entendu une troisième fois. Je pense que certains m'appelaient comment je vais, est-ce que je suis là, où j'étais, pour savoir où j'étais. Et puis maintenant, cette année, ils sont allés me croiser. Ils m'ont dit que est-ce que j'étais susceptible de venir témoigner, tout ça, est-ce que c'était ce que j'avais parlé. Je dis si ça ne gênait pas, j'allais venir. D'accord. Alors, quand ils vous ont demandé est-ce que vous vouliez venir, est-ce que vous étiez susceptible de parler, etc., ça, c'était quand? C'était par téléphone, c'était une autre réunion, c'était... Oui, une rencontre. Donc, il y a eu 3 rencontres en tout. Oui. D'accord. C'était quand la dernière rencontre? Il n'y a pas eu 3 rencontres. Je pense que tout dernièrement, ils sont partis pour dire, bon, pour voir est-ce que j'avais désisté. Une 4e fois, si j'avais désisté, je les ai fait part pour dire que j'ai parlé à mon papa n'était pas d'accord. Chez mon oncle, parce que chez mon oncle, quand mon papa m'a confié à mon oncle, en Afrique, c'est comme ça. C'est lui qui connaît un peu. Mon papa, c'est un paysan, lui, il ne connaît pas ce qui est papier, tout. Donc, c'est mon oncle. Il a dit que quand il y a un problème, c'est à mon oncle. Donc, mon oncle allait lui expliquer un peu ce qui devait se passer. Puis, lui n'a pas voulu. Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, je fais cas de cela. Je fais cas de ça. Ils m'ont dit non, bon, vraiment, tu as dit. Jusqu'à il fallait quand même venir, Et puis, j'en ai parlé à ma femme. Elle m'a dit, mais. C'est au début, il fallait dire non, que maintenant tu dis non, pourquoi? Ils se sont avertis, ils ont compté sur toi. Il faut dire ce que tu as eu à vécu, c'est tout. Donc il faut aller. Donc j'ai eu le courage de ma femme, je suis venu. D'accord. Si j'ai bien compris, vous avez dit dernièrement, c'était quand à peu près ça, ces contacts-là, les derniers contacts? Bon. À peu près. Il y a 1 mois, 2 mois, 3 jours, 2 ans, c'était quand? Bon, je pense que ça peut parler d'1 mois ou 2 mois. 2 mois, je ne m'en souviens pas, mais je sais qu'il n'y a pas trop longtemps de cela. D'accord. Est-ce que vous avez informé votre hiérarchie du fait que vous veniez ici? C'est le ministre même de la Défense qui m'a signé un ordre de mission. D'accord, il vous a signé un ordre de mission pour venir ici? Oui. D'accord. Quand vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du procureur, de cette cour, est-ce qu'il y avait des représentants de la hiérarchie militaire ou des Ivoiriens, disons, qui étaient là? Non. Non, toujours. Quand ils faisaient les messages, je les ai dit, bon, moi-même, bon, c'est des trucs, c'est un peu sensible. Puis vous savez que la sécurité en Côte d'Ivoire, bon, c'est un peu sensible. Quoi. Moi, j'avais préféré que s'ils veulent me croiser, de ne pas faire des messages, les gens savoir, parce que moi, ça y va aussi de ma sécurité. Je ne sais pas qui peut
s'élever contre moi. En tout cas, j'ai peur. Puis que, comme il connaît mon numéro, il peut m'appeler s'il y a quelque chose, je pourrais leur dire oui ou non. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on vous a fait des promesses pour vous encourager à coopérer avec le bureau du procureur? Non, jamais. Pas de promesse. Pas la promesse que vous ne seriez pas poursuivi, par exemple. Personne ne vous a dit, si vous coopérez avec le bureau du procureur, vous ne serez pas poursuivi. Oui. En tout cas, ils m'ont dit que je ne serai pas poursuivi, ma sécurité sera garantie. Là, ils m'ont dit ça. Voilà. Bon, je prends une promesse, je pensais à l'argent ou autre. Sinon, ils m'ont parlé de ma sécurité. En tout cas, ils m'ont parlé de ma sécurité. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi vous n'avez pas été convoqué et dans le cadre de la procédure ivoirienne dont nous parlions tout à l'heure, qui a abouti à l'acquittement de Kamanan, est-ce que vous savez pourquoi vous n'étiez pas... Personne ne s'est intéressé à vous dans le cadre de cette procédure? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Monsieur le témoin, je vous remercie de votre coopération. Merci. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin par la défense de Laurent Gbagbo. Thank you very much. Le juge président, je vous remercie. Je donne à présent la parole à l'équipe de défense de Monsieur Blé-Goudet. Maître Knops, Monsieur le Président, c'est Maître Zoukou qui mènera l'interrogatoire pour le compte de notre équipe. Je vous remercie. Le Président, merci beaucoup, Maître Knops. Je donne donc la parole à Maître Zoukou. Bonjour, mesdames et messieurs de la Cour. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Je me présente, je suis maître Zoukou Seri, avocat au barreau de Bruxelles et membre de l'équipe de défense de monsieur Charles Blé-Goudet, ici, derrière vous. Je suis également ivoirien, comme vous. Merci, content de vous voir. Également. Monsieur le témoin, nous avons besoin de quelques précisions. Et je vous inviterai donc à être concis, précis, comme moi-même je vais essayer de l'être. Ainsi, vous serez libéré plus tôt. Merci. Alors, monsieur le témoin, hier, dans votre audition par le procureur, le bureau du procureur vous avait demandé si du personnel qui était attendu au Baza était arrivé. Et à cette question, vous avez répondu qu'effectivement, il y en a eu. Et je vais, pour la précision, vous citer. Il s'agit donc du transcript en temps réel d'hier, à la page 54. Et il s'agit des lignes 1 à 7. Et la question initiale, c'est est-ce que ça s'est passé? Est-ce que le personnel a rejoint le Baza? Et dans votre réponse, vous dites précisément ceci. Oui, je pense, beaucoup même, des milliers. Sommes-nous d'accord là-dessus, monsieur le témoin? Je dis des centaines. Ici, nous avons des milliers, et c'est ce que vous avez déclaré. Je dis des centaines, je ne peux pas vous dire le nombre. Que j'ai dit, bon, j'ignorais le nombre, qu'ils étaient beaucoup. Des centaines, je parlais des centaines, pas des milliers. Rectification. Conformément donc... Excuse me. Le Président, un instant, Monsieur MacDonald,
Effectivement, Monsieur le Président, je pense qu'il y a une erreur dans la transcription. C'est ce que le témoin a bel et bien dit. Il a parlé de centaines et non pas de milliers. Et cela peut être vérifié sur l'enregistrement sonore. Le Président, effectivement, il y aura une vérification sonore. Maître Zoukou. Bien, moi, je me fie à ce que j'ai à mon transcript, effectivement. Et le témoin a parlé de milliers et également plus tard de centaines, quoi qu'il en soit. Cela dit, ce qui me permet donc d'inviter le témoin à me dire si ces personnes, qu'il appelle des centaines, si ces personnes étaient dans le camp en permanence ou est-ce qu'elles se succédaient dans le camp. Venaient-elles ou partaient-elles? Ok. Je voulais d'abord dire que j'ai toujours parlé des centaines parce que dans ma déposition, j'ai parlé de ça. Des centaines, toujours j'ai parlé des centaines. Maintenant, quand est-ce que les personnels qui étaient recrutés venaient, partaient, non. Ils étaient là, et quand ils sont venus, ils étaient là et puis on les apprenait à tirer rapidement et puis on les mettait de service. Et quand ils quittaient le service, ils étaient sur place. Alors, ces centaines de personnes, admettons le même. Est-ce que vous avez pu procéder à un décompte de ces personnes, de dites personnes? Et si oui, par quels moyens? Décompte, c'est-à-dire le nombre? Non, je vous ai dit, je ne peux pas vous dire un nombre parce qu'ils étaient des centaines, ça dépassait 200, 300. Je ne peux pas vous dire un chiffre parce que je n'ai pas été un instant au contact envers eux. Monsieur le témoin, le bazar en lui-même, combien d'hommes comporte-t-il? Je ne connais pas le nombre, mais nous étions beaucoup parce que moi, je vous ai dit que je suis arrivé en faveur de ma spécialisation après le CA1 en 2006. Sinon, j'étais du 1er bataillon. C'est du 1er bataillon, je suis allé à Daloa pour la mission. Je suis quitté pour venir faire mon stage. Et puis après l'admission, au lieu de retourner à Daloa, on m'a envoyé à San Pedro. Donc même, je ne me suis pas assis un instant, même en temps libre, réel, même au bazar comme ça. Donc je ne peux pas savoir le nom, même si j'étais... ce nom même, c'est au chef de connaître. C'est ça. Et les cantonnements du bazar, Ouais. combien de personnes pouvaient-ils accueillir? Cantonnement, c'est-à-dire, soyez précis, soyez concis. L'espace qu'occupe le bazar pour accueillir du personnel, et notamment les militaires comme vous, les dortoirs, etc. Au bazar, nous avons deux bâtiments. Et puis, il y avait un en construction, qui était sous forme ils avaient commencé en étage, qui était en construction. Voilà. Sinon, ce qui était fonctionnel, il y avait deux bâtiments. Et le PC plus le foyer qui était jumelé, chose qu'on appelle le magasin d'armes. Il y avait le garage qui était là. Il y avait le réfectoire. Il y avait le garage fermé. Voilà. Il y avait tout ce qui était là. Alors, au vu de cette description, approximativement, vous pouvez nous dire combien de personnes pouvaient être recrutées par ce camp? Écoutez, je ne peux pas vous dire combien de personnes, parce que les chambres que nous avons, les cadres ne dormaient pas là. Hein. Les cadres ne dormaient pas là. Même les stagiaires, même que nous étions, on était censés dormir là, mais certains rentraient chez eux. Puisque
Le stage était arrêté un moment, chacun vient, s'il n'est pas de service, le soir il rentre chez lui. Mais moi, chez moi était à Daloa, moi je restais tout le temps, ce que je vous ai dit. Et à l'inverse donc de ces personnes qui rentraient chez elles, le personnel que vous évaluez donc à plusieurs centaines de personnes, eux, comme vous l'avez dit, étaient à demeure. On est bien d'accord? Mais oui, quand ils ont eu à recruter ces personnes, ils ne pouvaient pas contenir, certains dormaient dans les abris parce qu'ils étaient en formation et puis c'est sûr, on le prend quand il s'est fait tirer, déjà on le prend, on le met de service, quand il revient, il rejoint le groupe en formation. En formation, les recrues même, il faut dire que vous ne dormez pas, vous n'avez pas de doctorat, votre doctorat c'est le dehors, dans l'armée c'est comme ça. Je ne sais pas, bon, comme vous n'êtes pas militaire comme moi, on ne peut pas comprendre. Mais moi je sais que à l'EFA, quand j'ai été recruté, j'ai été formé à l'EFA de Boaké. Je n'ai dormi, je ne dormais pas dans une chambre, mais le président en sait beaucoup, le président Gbagbo, lui-même il a été militaire, il en sait beaucoup. Il est vrai que je ne suis pas militaire, mais j'ai l'honneur d'appartenir à une famille où il y a pas mal de corps habillés. Ah, ben d'accord, ok. Donc vous en savez plus. Je vais revenir sur donc, le fameux personnel hein, dont vous avez parlé. Oui, allez-y. Et ce personnel, avez-vous pu identifier un certain nombre d'entre eux? Avez-vous pu, pouvez-vous me dire, par exemple, me citer le nom de l'un ou l'autre? Au moins deux. Vous me demandez une épreuve difficile, que des gens qui sont arrivés, tu n'es pas en contact avec eux, comment tu peux les connaître, tu peux citer un nom. Mais je sais, moi je te le dis, j'ai vécu les faits. Moi je ne peux pas te mentir. Il faudrait que la vérité soit dite. Il faudrait que, où il y a eu des erreurs, chacun le sache qu'il y a eu des erreurs. Moi je te le dis, il y a eu des recrues. Que mon frère ivoirien, je sais que peut-être il n'était pas là-bas, mais peut-être tu vas prendre n'importe qui, il va te dire qu'il y en a eu. Qu'il soit de l'ouest, qu'il soit du nord, de l'est, du sud, il va te dire qu'il y en a eu. S'il était militaire à ce moment, il va te dire qu'il y en a eu. S'il dit seulement la vérité. Parce qu'il faudrait qu'il soit honnête d'ailleurs. Donc vous dites que vous n'aviez pas de contact avec ces personnes, que vous n'êtes pas en mesure d'en citer un ou deux. Dans quelle mesure parvenez-vous à affirmer la provenance de ces recrues? Écoutez, moi-même j'étais là. Comment je peux dire, des gens qui sont arrivés devant moi, tu vas me dire comment je peux affirmer les arrivées. Ah, vraiment. On ne s'est pas compris. Ok. Ces personnes-là Oui. venaient d'où? Comment sont-elles arrivées là? Bon, moi, je ne sais pas d'où ils venaient, mais je pense que après le recrutement, moi, ce que je sais, après le recrutement, le rassemblement qui se fait, je pense c'est à l'état-major, où ils allaient se faire recenser et puis on les convoyait dans les différents camps. C'est à l'état-major, ça se passait. Et pouvez-vous nous dire les dates auxquelles cela s'est passé, comme vous dites, à l'état-major? C'est dans le mois de mars
C'est dans le mois de mars, il y a eu, ces gens-là sont arrivés, mais je ne peux pas vous dire une date précise. Je sais que c'est dans le mois de mars. Donc, monsieur le témoin, si j'ai bien compris, vous ne pouvez pas préciser la date de l'enrôlement ni les conditions d'enrôlement de ces personnes. On est d'accord? La date, je pense que suite, il y a une déclaration que Blé Goudé a fait, où il a demandé aux jeunes, je sais que c'est suite à ça les gens sont allés se faire enrôler pour rentrer dans l'armée. Je pense que tout est passé à la télévision. Lui-même, il est là, il sait qu'il en est conscient. Comme c'est à vous que je pose la question, c'est à vous de me dire à quelle date il aurait lancé cet appel. Je vous ai dit Vous que n'êtes pas obligé de dire oui, que vous le savez. Hein. Je vous ai dit que je ne sais pas. Je reviens encore plusieurs fois, vous revenez encore. Merci. Voilà. Monsieur le témoin, je vais également vous demander des précisions sur la question de la somme d'argent qui était par devers vous. Merci. On est bien d'accord que vous avez déclaré que cette somme a été retirée par Orange Money. C'est bien cela? Oui. Pourriez-vous me dire et dire à cette chambre le montant précis J'ai dit que 400. vous avez été envoyé? Bon, j'ai dit 425 000 qui m'a été retiré, que j'avais chez moi. 425 000 que j'avais sur moi. Mais la moto même, je l'ai vendue à 465 000. Donc ma femme avait, je lui ai dit de payer les frais et de prendre quelque chose dedans. Même le casque, actuellement, même le casque, j'ai le casque à la maison, le casque de la moto. La moto a été vendue sans le casque. J'ai le casque à la maison, c'est un casque rouge. Il est encore chez moi à la maison. Donc les 425 000 sont issus de la... Alors, pour la clarté des choses et pour permettre à la Chambre de comprendre, est-ce que vous voulez m'expliquer et expliquer à cette auguste assemblée comment s'opère le mécanisme par lequel vous avez reçu cet argent? Est-ce que vous pouvez expliquer? J'ai déjà parlé de ça ici. Je pense que j'étais en communication quand le maçon Marcellin, quand je dis envoie-moi mon agent, je n'avais pas d'autre moyen parce que d'abord, que je précise ici, quand moi-même j'avais un compte, je mettais 50 000 francs chaque fin du mois, puis j'avais atteint la somme de 4 millions. Donc, j'ai pris
sur moi d'acheter un terrain à Daloa. Le gars m'a vendu, le chef de l'Obia m'a vendu le terrain à 1 million. Il m'a dit de lui donner 800 000 et dans 4 mois, j'aurai le terrain et il va faire les papiers, faire la mutation à mon nom. Et là, je lui ai donné les 800 000 et le terrain qui m'a montré les papiers. Le terrain même, je suis allé, c'était en décembre. Je suis arrivé en mars, j'ai vu que les 4 mois, ils étaient arrivés, j'arrive, quelqu'un a déjà construit là-dessus. Je lui demande, est-ce qu'il a pu faire les papiers? Il me dit non, tant ceci, cela. Jusqu'à présent même, l'argent est encore sur lui. Donc je lui ai dit de me restituer cet argent. Il n'a pas pu me restituer. Donc, j'ai mon beau Poupa qui est à San Pedro. Lui-même l'a construit là-bas, c'est lui qui m'a aidé à avoir un autre terrain à San Pedro. Et que on a commencé j'ai retiré le reste d'argent, j'ai commencé à travailler jusqu'à ce que je vienne en stage. Donc, je devais au maçon. Donc, je me suis dit qu'avec la pression que j'allais mettre sur le chef du village, il allait me donner l'argent, je pouvais rembourser là-bas. Bon, la pression est telle que mon beau a dit, bon, il faut tout faire pour donner l'argent pour mon entité. J'ai décidé de vendre ma moto pour rembourser l'argent. Et que j'étais déjà en stage, c'est à ce moment-là, puisque le coup de fil venait de partout. Le gars avait besoin de son argent, ceci, cela. Donc, j'ai décidé de vendre ma moto. Mais je vous précise que le chef du village de l'Obia Daloa ne m'a pas encore donné mon argent. En 2013, j'ai même poursuivi cette affaire. Quand c'est arrivé devant le procureur a dit « c'est trop sensible, je ne peux pas mettre un chef du village en prison ». Mais 800 000 sont encore là-bas. Merci, monsieur le témoin, pour ces explications, mais effectivement, je ne suis pas de Daloa, sinon je ne peux rien faire pour vous. Tu es mon frère ivoirien, tu es avocat, tu peux m'aider? Ah oui? Si tu veux que la justice soit faite, pour que nous sommes là, pour que les responsabilités soient esclaircies, pourquoi ne pas m'aider? Et puis vous me dites que je ne suis pas de Daloa. C'est quelle vérité vous cherchez alors? Je vous remercie. Ne vous inquiétez pas. Je m'inquiète parce que de ta réponse déjà. Oh, le message est passé en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde le sait et le chef va faire ce qu'il faut. Alors, monsieur le témoin, donc pour revenir à cette somme d'argent, si la Chambre, et par le biais de la défense notamment, ou en usant de ses pouvoirs, demandait de fournir les éléments, notamment le numéro ou les numéros qui ont servi à cette transaction, serez-vous en mesure de le faire? Your Honors. Monsieur McDonald, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Le Président, on pourrait peut-être avoir la fin de la question d'abord. Je ne sais pas du tout, Monsieur McDonald, mais la question est terminée, je la connais. Le Président, vous la connaissez peut-être, mais en tout cas, elle n'est pas terminée, elle n'est pas encore au compte-rendu. Alors, s'il vous plaît, Maître Zoukou, terminez votre question. Merci, Monsieur le Président. Je demandais au témoin s'il était invité à fournir les données relatives à cette transaction, notamment les numéros de téléphone qui ont servi au transfert Orange Money. Est-ce qu'il sera en mesure de le faire? Est-ce qu'il s'y engageait? Voilà ma question. Je ne sais pas pourquoi le procureur se lève, peut-être qu'on va le savoir maintenant. Mr. McDonald? Président, Monsieur McDonald. Monsieur McDonald. Mais où est la pertinence, tout d'abord? Et ensuite, j'ajouterai une chose. Évidemment, la crédibilité, c'est important, mais sur des points marginaux, ça devient totalement non pertinent. Ce qui nous intéresse, ce sont les faits essentiels. Il ne sert à rien de donner ce type d'informations, et de toute façon, si la Chambre autorisait tout cela, je pense que les informations données devraient être données à huis clos partiel.
parce que on n'est pas en train de parler d'un casier judiciaire ou quoi que ce soit. Ça n'a vraiment pas grand-chose à voir avec les questions qui nous intéressent. Le président, je suis d'accord, cela n'a aucune pertinence par rapport à l'affaire. Donc, je n'autorise pas la question. Poursuivez. Monsieur le Président, je vous comprends, mais je suis en mesure d'expliquer la pertinence et je vais terminer là-dessus sur un point qui est important. Donc, si le témoin peut se retirer 1 minute, je vais vous expliquer. C'est très important. No, it's rule. Le président, non mais la décision est prise, c'est trop tard, c'est fait. Poursuivez votre interrogatoire. Président, Une correction. je peux expliquer devant le témoin si vous le voulez, comme ça. Monsieur le Président, juste une correction sur le transcript avant que Maître Zokou ne commence, si vous permettez. Yes, please. Juste une correction. Allez-y. Transcript en français et en anglais. Et à la page 60 du transcript français, en ce qui concerne donc la réponse donnée par le témoin, page 60, ligne 12, il dit, bon, j'ai dit 425 000 qui m'avaient. Et à la ligne donc 13, il dit, mais la moto même, je l'ai vendue à 465 000. Donc 465 000 donc. Dans le transcript anglais plutôt, de ce jour, toujours, page 56, ligne 10, à 11, il est écrit plutôt 400 and something. Donc, si je comprends bien, ça veut dire 400 et quelque chose. C'est juste la précision, il a dit 465 000. Ce n'est pas tout à fait la même chose. 400 and something. Mais en français, c'est plus précis, c'est 465 000. So, what is the right? Alors, monsieur le témoin, quel a été le prix de la moto exactement? C'est 465 000. Mais l'argent que j'ai pu avoir, parce que j'avais demandé à madame de m'envoyer par Orange, maintenant elle a payé les frais et puis elle-même elle devait prendre quelque chose pour faire quelque chose. Donc, ce que j'ai pu retirer, c'était 425 000 qui étaient sur moi. And when did this happen? Et c'était quand? Pouvez-vous nous dire quand c'était? À quel moment? J'étais à Kakro. C'est un élément de la JMM qui était là-bas qui a fait le retrait pour moi. Yes, but can you? Oui. Mais pouvez-vous donner le mois, l'année? Je pense que c'est en novembre. November? Ouais. Novembre de quelle année? Oui, 2010. Okay. 2010. Okay. Thank you very much. Merci beaucoup, Maître Zokou. Monsieur le Président, j'ai bien compris votre décision. Donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, mais je vais conclure là-dessus à la suite de ce que vous venez de dire, parce que là, j'ai besoin d'une précision. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris votre question. Le témoin viendrait-il de dire, disons la réponse, que c'est en novembre que cet argent, il a disposé de cet argent? Mm-hmm. D'accord. Well, my question was, when did you sell it? Ma question était, à quel moment avez-vous vendu la moto? Je n'ai pas demandé quand est-ce qu'il a reçu l'argent. La question était, quand avez-vous vendu la moto? Et la réponse était,
cela. Est-ce que vous avez reçu l'argent tout de suite après la vente de la moto? Ou est-ce que vous avez attendu? Je suis avant la moto et je n'ai pas duré, j'ai eu l'argent. J'étais à Kakro. OK. Très bien. Monsieur le témoin, au vu de la réponse que vous venez de donner, je me dois de vous rappeler la déclaration que vous avez faite à propos de cette somme d'argent et du moment dont vous en avez disposé. Et je me réfère à cet effet à la page 6 de votre déclaration et notamment au paragraphe 25. Je cite. Ce jour-là, 31 mars, le chef de corps Dadi avait pris des armes et était parti à la présidence. Le capitaine Goué, qui était le commandant en second du Baza, a dit qu'il fallait rester en place, mais moi j'ai décidé de partir. Le samedi 2 avril au soir, le colonel Guano a annoncé à la télévision que toutes les forces de défense et de sécurité doivent regagner les casernes car ils maîtrisent la situation. Le dimanche 3 avril, je suis retourné au bazar avec un maréchal de logis. À la porte du camp, ils ne nous ont pas laissé entrer. Nous sommes restés devant l'entrée. 10 minutes plus tard, ils nous ont appelés et ils ont dit que Niankan pouvait rentrer. Par la suite, 5 agents sont venus me prendre mon argent, une somme de 425 000 et mon portable. Monsieur le témoin, confirmez-vous cette déclaration? Oui, je la confirme. Je la confirme, mais je pense que j'ai eu l'occasion, pendant mon stage, que depuis Auré lui-même, il est au BAS actuellement. Quand j'étais en 2015 allé faire mon BA1, je lui ai même dit de propre voix. Je lui ai même dit. Et je pense que j'ai fait part, après la crise, à mes chefs qui étaient au Baza, au capitaine Kablan, aujourd'hui commandant, à lieutenant Tagro, et tout ce qui s'était passé, je pense que... on a eu à discuter, ils m'ont demandé pardon. Alors, monsieur le témoin, soutiendriez-vous devant cette chambre et devant nous tous ici qu'une somme reçue au mois de novembre est restée intacte sur vous jusqu'au 31 mars? Je vous le dis et je vous le confirme. Moi, je suis un gars, je ne sortais pas. À Kakro, où on m'a amené là, de la manière où on m'a amené, c'est comme ça, ils sont allés me chercher. Vous pouvez vous renseigner. Au Baza, quand j'étais là-bas, je ne sortais pas, je ne partais pas en ville. Je vous le dis. Oui, non, je vous remercie de votre réponse. On va passer à autre chose. Ah, d'accord, sinon, je voulais vous apporter des éclaircissements aussi, sur que moi, je suis, comme je l'ai dit. Ok. Sinon, je suis un bon économiste. Quand l'argent, en tout cas, c'est que j'ai souffert pour avoir, j'économise beaucoup. Ce qui fait que je construis petit à petit. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le témoin. Alors... Je vous rappelle aussi que jusqu'à présent, quand je venais en mois de novembre, j'avais souscrit à l'opération Sophia. L'opération Sophia. Quand ils m'ont donné mon argent, ils m'ont donné
Je pense qu'il y a 2 mois ou 3 mois, cet argent est là, 1,3 million. Je l'ai gardé, c'est elle dans ma maison, je suis venu. Je cherche une occasion pour aller faire mes travaux. Même 5 francs, je n'ai pas enlevé là-dessus. C'est pour vous dire que je ne joue pas à ce que je souffre pour avoir. Moi, je ne vole pas, je suis fier, et puis quand je gagne mon argent, je l'utilise à bon escient. C'est celui qui ne souffre pas pour avoir son œil. Il disperse comme il veut. OK. Mr. Witness, thank you. Le président, OK, merci beaucoup. Enfin, nous devons quand même poursuivre votre interrogatoire. Allez-y, maître Zoukou. Merci, monsieur le témoin. Je voudrais un élément de précision par rapport à Bobo et donc à cette mission au cours de laquelle vous avez rapporté ici qu'il y aurait eu un tir, donc votre dernière mission. C'est juste un élément de précision. Oui, allez-y. Voilà. Et il vous avait été demandé si vous aviez souvenance du nom du commandant des opérations ce jour-là. Et manifestement, vous ne vous en souvenez pas. Est-ce que vous retrouvez un souvenir à cet égard aujourd'hui? Jusqu'à présent, je pense que les jours m'ont demandé, j'ai dit je ne m'en souviens pas. Mais j'ai dit, c'est très facile de remonter les informations. Je viens d'abord. Il est très facile de... Péga, et puis ce jour-là, ils savent qui les a donnés les autres. Même s'ils sont là où vous les demandez, ils vont vous dire. Parce qu'eux-mêmes ont été appelés dedans. Ah. C'est juste parce que, au regard de ce que nous aussi nous savons, je m'apprêtais à vous suggérer peut-être le nom du colonel Nyawa Dablé pour voir si ça vous revenait. Bon, lui, je ne le connais pas, son nom aussi, bon. Voilà. Colonel what? Le colonel quoi? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner son orthographe, éplé? N-A-W-A, et puis plus loin, Dablé, D-A-B-L-E. Alors, je voulais également, monsieur le témoin, obtenir une précision, toujours relativement à votre entretien avec le procureur. Lorsque vous étiez en train de chercher un repère, notamment une église, vous aviez commencé par énoncer un premier nom, et puis le président Laurent Gbagbo vous a fait une suggestion et vous aviez dit donc Saint-François Xavier. Je voulais savoir si c'était le nom que vous aviez en tête vous-même. Je sais que c'est ça, mais je ne me rappelais plus du nom, mais je sais que c'est Saint-François Xavier qui est là. Voilà. Saint-François Xavier. Oui, ça. Parce qu'il y a la pharmacie même qui est là, qui s'appelle Saint-François Xavier aussi. Pharmacie Saint-François, il y a l'église même qui est à côté. Le lycée n'est pas loin de là, le lycée municipal. Voilà. Tout ça. SOS aussi est dans le même secteur. Donc, pour les besoins de l'enregistrement, le témoin précise qu'il avait effectivement en tête lui-même ce nom avant la suggestion qui lui a été faite. Alors, monsieur le témoin, je reviendrai un peu à la question des armes et de votre appartenance donc à la grande famille des militaires ivoiriens. Monsieur le témoin, connaissez-vous le TTA? Le TTA. Est-ce que vous savez ce que c'est? TTA. Oui. C'est pas une arme? Non, non, je n'ai pas dit que c'est une arme. Je demande si vous savez ce que c'est que le TTA. Test toute arme. D'accord. So, I'm not sure I understood correctly. Monsieur Magdala, je ne suis pas certain d'avoir bien compris la réponse du témoin parce qu'elle a été dite extrêmement rapidement. It's the problem of the... Le président, oui, en plus, il parlait en même temps. Donc, monsieur le témoin, qu'avez-vous dit en réponse à la question posée par le Conseil de la Défense à propos de la signification de TTA? Vous savez ce que c'est? On le dit dans nos jargons là-bas. Hein.
TTA, quelqu'un qui est réglementaire, ou bien test tout. And can you explain? Le président, pouvez expliquer ce jargon parce qu'on ne comprend pas ce que vous voulez dire. Monsieur McDonald, je crois que sur la transcription en français, c'est clair. Le président, mais j'aimerais bien que ce soit clair en anglais aussi. Merci. Expliquez, s'il vous plaît. Test toute arme, comme on le dit, c'est le règlement des armes. C'est le règlement des armes. Chaque arme a son règlement intérieur, donc c'est ce qu'on formule, test toute arme. Donc, monsieur le témoin, dans le texte toute arme, il comporte donc le règlement, effectivement, et je vous le confirme également. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre et à nous tous les normes relatives à l'usage des mortiers, notamment les mortiers de 120, en ce qui concerne les ordres qui seraient donnés pour pouvoir les utiliser, comment les utiliser, ou pouvez-vous nous dire quelle est la norme qui régit la matière, ou les normes? Le test tout arme, moi-même, on me parle de ça, on parle de ça, mais moi, je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas encore vu parce que pour l'artillerie, le capitaine Ngoué, en instruction, nous parlait de ça comme ça, test tout arme, mais moi-même, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas vu, on ne nous a pas donné en stage, mais nous en parlait comme ça. Donc, je ne peux pas vous en dire, mais c'est eux qui ont ça, les officiers, les instructeurs qui viennent, ils vous en parlent. Globalement, comment ça se passe? Ce qui est dit dans le livre, globalement, c'est une idée approximative.